Le 8 février 1587, une tête royale roule sur l'échafaud. 3 coups de hache pour la détacher. Mais que fait-on d'un corps qui embarrasse autant mort que vivant? Marie Stuart, reine d'Écosse, reine douairière de France, prétendante légitime au trône d'Angleterre, vient de mourir dans une mise en scène aussi théâtrale que pathétique. Élisabeth Ier espérait que ce meurtre légal, appelons-le pudiquement exécution, résoudrait enfin le problème catholique qui hantait son règne. Mais la mort, cette insolente, a ses propres règles. Et un cadavre royal n'est jamais qu'un simple cadavre. C'est une relique potentielle, un symbole dangereux, une promesse de martyr qui peut enflammer les consciences et renverser les trônes. Alors commence le second chapitre de cette histoire, celui du corps sans tête, abandonné sur les dalles froides de Fotheringhay, pendant que l'Angleterre protestante se demande avec angoisse comment faire disparaître ce qui refuse obstinément de s'effacer. Car Marie Stuart, dans la mort comme dans la vie, demeure une épine plantée dans le flanc du pouvoir. Son sang versé n'a pas lavé sa mémoire, au contraire, il l'a sanctifiée. Si cette histoire vous intrigue déjà, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos explorations dans les recoins oubliés de l'histoire. Pendant 6 mois, le corps embaumé de Marie Stuart va errer dans les limbes politiques. Trop dangereux pour être vénéré, trop noble pour être simplement jeté aux chiens. Peterborough sera sa première tombe, une sépulture hâtive, nocturne, presque honteuse. 25 ans plus tard, son fils Jacques, devenu roi d'Angleterre, ordonnera l'exhumation et le transfert à Westminster. 2 enterrements, 2 royaumes, 2 versions de la même femme. Mais c'est l'ouverture de cette première tombe, ce moment où les vivants violent le repos des mœurs pour réécrire leur légende, qui nous intéresse aujourd'hui. Car dans ce geste, dans ce déplacement de restes humains d'un lieu obscur vers un mausolée glorieux, se joue quelque chose de plus profond qu'une simple translation. C'est l'histoire elle-même qui se réinvente, qui efface ses contradictions, qui transforme une conspiration politique en tragédie dynastique, une criminelle en sainte. L'histoire officielle préfère les récits propres, les tombeaux de marbre, les épitaphes en latin. Elle n'aime pas parler des 6 mois d'errance, du corps qui dérange, de la première fosse où l'on cache ce que l'on ne peut assumer. Mais aujourd'hui, nous allons exhumer cette vérité enfouie. Chapitre 1. Les dernières heures d'une reine qui refusait de mourir simplement. L'aube du 8 février 1587 se lève sur Fotheringhay Castle avec une ironie que seul le destin sait orchestrer. Marie Stuart a 44 ans, 19 ans de captivité et une conviction inébranlable. Elle va mourir en martyr. Pas question d'être une simple victime politique. Non, il faut du panache, du symbole, du rouge sang sur fond noir. Elle choisit donc une robe cramoisie, couleur du sang des martyrs catholiques, dissimulée sous un sobre vêtement noir. Théâtralité maximale. Car Marie Stuart, il faut le comprendre, n'a jamais fait les choses à moitié. Toute sa vie fut une succession de coups d'éclat, de mariages catastrophiques, de conspirations avortées, de fuites romanesques et d'erreurs politiques monumentales. Pourquoi sa mort serait-elle différente ? Elle a préparé ce moment comme d'autres préparent leur mariage. Elle a prié, pardonné à ses bourreaux avec une magnanimité calculée, distribué quelques objets personnels à ses serviteurs en larmes. Le martyr chrétien, version Renaissance, avec costume d'époque et décor sombre. À 8 heures, elle entre dans la grande salle où l'échafaud l'attend, tendu de noir. 300 spectateurs, triés de surlevelés, sont venus assister au spectacle, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Un spectacle politique, une démonstration de force, un avertissement envoyé à tous ceux qui oseraient défier la couronne d'Angleterre. Élisabeth veut que cette mort soit publique, légale, irréprochable. Marie veut qu'elle soit sublime. Elle retire sa robe noire. Le rouge apparaît. Les murmures parcourent l'assistance. Symbolisme 101. La reine déchue devient une sainte. Elle s'agenouille, pose sa tête sur le billot, et là, les choses se compliquent. Le bourreau, nerveux, incompétent ou simplement humain, rate son coup.
Le premier coup de hache frappe l'arrière du crâne sans trancher proprement. Mary Stuart ne meurt pas. Elle ne crie pas non plus, ce qui aurait été d'un mauvais goût terrible pour une martyre. Le second coup tranche presque tout. Presque. Il faut un troisième coup, cette fois avec un couteau, pour achever la besogne et séparer définitivement la tête du corps. Puis survient le détail que l'histoire officielle préfère omettre. Quand le bourreau saisit la tête pour la montrer à la foule, « Dieu sauve la reine !» crie-t-il, parlant d'Élisabeth, évidemment. La chevelure auburn lui reste dans les mains. C'était une perruque. La tête, presque chauve, cheveux grisonnants, roule sur le sol. Le chien de Marie, un petit épagnol qui s'était caché sous ses jupes, refuse de quitter le corps et se met à hurler. Voilà pour la gloire. Voilà pour le martyr sublime. Un bourreau malhabile, une perruque dans les mains, un chien qui gémit. La mort, cette insolente, se moque toujours des grands récits. Mais Mary Stuart a gagné son pari. Dans toute l'Europe catholique, la nouvelle de son exécution provoque une onde de choc. Rome pleure une martyre, Madrid prépare une armada, et Élisabeth Ier, horrorisée par l'ampleur de la catastrophe diplomatique, prétendamment vraiment voulu signer l'ordre d'exécution. Elle pleure, s'indigne, accuse ses conseillers. Hypocrisie couronnée, comme toujours. Reste maintenant un problème concret, matériel, embarrassant. Que faire du corps ? Chapitre 2. Le corps qui dérange, premier enterrement, première trahison. Il y a des moments où l'histoire révèle sa véritable nature. Non pas une succession de grands événements glorieux, mais une série de petits arrangements sordides avec la réalité. Le corps de Mary Stuart, décapité mais toujours dangereusement symbolique, devient immédiatement un problème logistique de premier ordre. Parce que voilà la situation. On vient d'exécuter une reine ointe, une femme qui, selon de nombreux catholiques européens, était la véritable souveraine légitime d'Angleterre. Son corps pourrait devenir une relique, un lieu de pèlerinage, un point de ralliement pour tous les opposants au régime protestant. Il faut donc agir vite, discrètement, efficacement. Élisabeth et son conseil sont formels. Pas de vénération, pas de sanctuaire, pas de mémoire. Le corps reste d'abord plusieurs heures sur l'échafaud. On le lave, on tente d'effacer le sang, comme si l'on pouvait effacer aussi ce qui venait de se passer. Les serviteurs de Marie sont enfermés, isolés, pour éviter qu'ils ne répandent trop vite la nouvelle ou ne transforment l'exécution en légende édifiante. Le chien, lui, refuse toujours de quitter sa maîtresse morte. Il faudra l'arracher de force, couvert du sang royal. Puis commence l'embaumement. Opération délicate, nécessaire, mais profondément ironique. On embaume ce corps que l'on veut faire disparaître, on le préserve alors qu'on voudrait qu'il pourrisse et s'efface. Contradiction magistrale. Mary Stuart doit être oubliée, mais elle ne peut pourrir comme une criminelle ordinaire. Elle est trop noble pour cela, même décapitée, même vaincue. 6 mois s'écoulent. 6 mois pendant lesquels le cercueil de Mary Stuart, scellé de plomb, reste à Fotheringham dans une pièce fermée, sous surveillance. 6 mois d'embarras politique. Car enterrer une reine, même déchue, n'est pas une mince affaire. Où ? Comment ? Avec quels honneurs ? Et surtout, comment éviter que sa tombe ne devienne un lieu de culte ? Finalement, en juillet 1587, la décision tombe. Mary Stuart sera enterrée à Peterborough, dans la cathédrale, là où repose déjà Catherine d'Aragon, première épouse répudiée d'Henri VIII. Ironie du sort, 2 reines déchues, 2 femmes que l'histoire anglaise a voulu effacer, réunies dans la même nef obscure. Peterborough, c'est loin de Londres, loin des regards, loin de tout. Parfait. Le transfert se fait de nuit, discrétion maximale. Le cercueil voyage sous escorte militaire. Comme si Mary Stuart, même morte, pouvait encore s'échapper. À Peterborough, l'évêque protestant et quelques dignitaires locaux attendent. Pas de grandes funérailles, pas de messe catholique évidemment. Juste un service anglican rapide, presque honteux, conduit par un clergé qui sait très bien qu'il enterre quelqu'un que la moitié d'Europe considère comme une sainte. Les chroniques de l'époque mentionnent un détail pathétique.
Le fossoyeur de Peterborough, un vieil homme appelé à creuser une tombe dans la nef sud, aurait demandé qui on enterrait. « Une reine d'Écosse. »« Laquelle ?» insista-t-il, car l'Écosse avait eu plusieurs reines. « Celle qui avait la tête tranchée, » fut la réponse. Le vieux haussa les épaules et continua à creuser. Pour lui, reine ou roturière, la terre était la même. La cérémonie est brève, froide, dépourvue de toute majesté. On descend le cercueil dans la fosse, on recouvre, on referme, voilà. Marie Stuart, reine de France, reine d'Écosse, prétendante au trône d'Angleterre, repose désormais dans un coin sombre d'une cathédrale de province, sans monument, sans inscription, sans rien qui puisse attirer l'attention. C'est un nettoyage symbolique, un effacement méthodique. L'Angleterre protestante veut tourner la page, oublier cette femme qui a failli faire basculer le royaume dans le chaos. La première tombe de Marie Stuart n'est pas un hommage. C'est une tentative désespérée de faire disparaître une mémoire encombrante. Mais l'histoire, cette insolente, a d'autres projets. Chapitre 3. La résurrection politique. Quand le Fils réécrit la mort de la mère. 1612. Jacques Ier d'Angleterre, Jacques VI d'Écosse, règne depuis 9 ans sur un royaume unifié qu'il n'aurait jamais dû hériter. Fils de Marie Stuart et de Lord Darnley, il n'a jamais vraiment connu sa mère. Elle fut emprisonnée quand il avait 10 mois. Elle fut exécutée quand il avait 20 ans. Entre eux, aucune relation, aucune affection filiale, seulement le poids écrasant de la légitimité dynastique. Et voilà qu'aujourd'hui, Jacques décide de jouer les fils aimants. Non par sentimentalisme, Jacques Ier est tout sauf sentimental, mais par calcul politique. Car il a un problème. Sa légitimité repose entièrement sur sa mère, cette femme qu'Élisabeth a fait décapiter, cette reine que l'Angleterre voulut effacer. S'il veut consolider sa dynastie, s'il veut que les Stuart règnent durablement, il doit réhabiliter Marie. Il doit transformer la conspiratrice en victime, la criminelle en martyr, l'oubliée en légende. L'ordre est donné. Exhumer le corps de Marie Stuart à Peterborough et le transférer à Westminster Abbey dans la chapelle d'Henri VIII, là où reposent les grands monarques anglais. Opération délicate, symboliquement complexe, historiquement explosive. L'exhumation se déroule en septembre 1612. On rouvre la tombe de Peterborough. 25 ans sont passés. Le carquin de plomb a tenu bon. À l'intérieur, le corps embaumé de Marie Stuart, presque intact, attend. Les témoins de l'exhumation, quelques nobles, quelques prêtres, quelques curieux autorisés, sont frappés par l'étrangeté de la scène. Ce corps qui devait disparaître a survécu. Cette femme que l'on voulut oublier refuse de pourrir. Le transfert à Londres est l'exact opposé de l'enterrement de 1787. Cette fois, pas de discrétion honteuse, pas de voyage nocturne. Au contraire, procession publique, escorte prestigieuse, bannière déployée. Marie Stuart, 25 ans après sa mort, traverse l'Angleterre en grande pompe. La reine déchue devient reine triomphante. La criminelle devient martyr. Le récit officiel se réécrit en temps réel. À Westminster, un magnifique tombeau a été préparé. Marbre blanc, gisant sculpté, inscription latine éloquente. Marie Stuart repose désormais à quelques mètres de sa cousine et son ennemie, Élisabeth, morte en 1603. Les deux femmes qui se sont déchirées toute leur vie, qui se sont haïes, qui se sont détruites mutuellement, dorment maintenant dans la même chapelle. Ironie finale de l'histoire, réconciliés dans la pierre, ennemis pour l'éternité. Mais ce qui frappe, c'est la différence entre les deux enterrements. En 1587, on cachait Marie Stuart dans l'ombre de Peterborough comme une erreur que l'on tente d'oublier. En 1612, on l'expose à Westminster comme une héroïne tragique que l'histoire doit vénérer. Même corps, même femme, deux récits radicalement opposés. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, le contrôle du récit.
Qui décide ce que l'histoire retiendra? Qui choisit quelles morts méritent d'être honorées et lesquelles doivent être effacées? Le pouvoir politique ne s'exerce pas seulement sur les vivants. Il s'exerce aussi, peut-être surtout, sur la mémoire des morts. Mary Stuart n'a jamais régné sur l'Angleterre de son vivant, mais par sa mort, par sa tombe, par son tombeau, elle a façonné la légitimité de toute une dynastie. Jacques Ier et ses descendants, Charles Ier, Charles II, Jacques III, ne règnent que parce qu'elle a existé, parce qu'elle a souffert, parce qu'elle a été décapitée. Son sang versé sur l'échafaud de Fotheringham est devenu la fondation d'un royaume. Et c'est là le paradoxe ultime. En essayant de l'effacer, Élisabeth l'a immortalisée. En voulant qu'on l'oublie, elle a garanti qu'on s'en souviendra éternellement. Car les victimes politiques, surtout quand elles sont belles, nobles et courageuses, deviennent toujours des légendes, et les légendes ne meurent jamais vraiment. Si cette plongée dans les manipulations posthumes de l'histoire vous a captivé, abonnez-vous pour explorer d'autres mystères que le pouvoir a tenté d'ensevelir. Chaque semaine, nous déterrons ce que l'histoire officielle préfère garder sous terre. Aujourd'hui, quand les touristes visitent Westminster Abbey, ils s'arrêtent devant le tombeau de Mary Stuart, admirent le marbre blanc, lisent l'inscription latine, prennent des photos. Peu savent qu'il y a eu une première tombe, moins glorieuse, plus vraie. Peu savent que ce corps magnifiquement exposé a d'abord été caché dans l'ombre, enterré comme on enterre une gêne, oublié comme on oublie une erreur. L'ouverture de cette première tombe, en 1612, ne fut pas un simple transfert de restes humains, ce fut une recriture méthodique de l'histoire, un acte politique déguisé en piété filiale, une manipulation symbolique d'une habileté redoutable. Et cela nous rappelle une vérité inconfortable. L'histoire n'est jamais ce qui s'est réellement passé, mais ce que les vainqueurs décident de raconter.